Bien, bonjour à tous. Je vais revenir aujourd'hui sur donc ce cours d'ordre juridique de l'Union européenne et avancer en fait sur cette présentation des différentes voies de recours qui sont mises en place auprès du juge de l'Union en évoquant aujourd'hui la question du recours en manquement. Alors, pour comprendre la spécificité de ce recours par rapport à ceux que l'on a vus jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ce que l'on a vu au titre du recours en annulation ou encore du recours en carence, du recours aussi en responsabilité, ce sont des recours qui sont engagés contre l'Union et ses institutions, euh, et dont le juge de l'Union va avoir à connaître et qu'il va apprécier en termes de recevabilité et puis sur le fond pour estimer si ou juger si ces recours sont bien fondés. Ce que l'on va apprécier dans cette vidéo, c'est un autre type de recours dont a encore à connaître le juge de l'Union, mais qui ne concerne plus cette fois-ci les institutions de l'Union, mais les États membres de l'Union, les États membres de l'Union européenne, les 27 États membres de l'Union européenne. Les traités ont en effet confié à la Cour une compétence de contrôle ici pour s'assurer que les États membres respectent bien le droit européen. Ici, c'est un élément qui différencie le droit de l'Union du droit international. En droit international, il est assez rare, il est très exceptionnel même que des traités internationaux prévoient la mise en place d'un organe judiciaire, d'une cour de justice, qui sera à même d'apprécier si l'État qui a conclu un traité a violé ou non ce traité. Et quand ces juridictions existent, c'est le cas par exemple de la Cour internationale de justice à l'ONU, eh bien, généralement, ces dispositifs ne sont pas obligatoires pour les États, c'est-à-dire que seuls les États qui ont accepté d'être jugés devant la Cour, ou plutôt seuls les États qui ont accepté la compétence de la Cour pour les juger, dans le cadre d'un litige donné ou de façon plus générale, eh bien, seuls ces États peuvent être jugés. La Cour n'est compétente, la Cour internationale de justice à l'ONU, elle n'est compétente, autrement dit, que quand les États l'ont dûment accepté. Il en va différemment de la Cour de justice, puisqu'on a ici affaire à une compétence générale, une compétence que l'on qualifie d'obligatoire, en ce sens que les États, contrairement au droit international, ne peuvent s'opposer à la compétence de la Cour pour pouvoir les juger, pas plus qu'ils ne peuvent essayer de bloquer la procédure. Et par ailleurs, cette compétence, elle est aussi exclusive, à savoir que seule la Cour de justice a compétence pour apprécier si l'État a ou non violé les obligations qui lui incombent au titre du droit de l'Union. Compétence exclusive de la Cour de justice, c'est-à-dire que ce n'est pas le travail d'une autre juridiction internationale que d'apprécier si si l'État membre a violé ses obligations au titre du droit de l'Union. Donc ça ne peut pas revenir à une autre juridiction externe à ce système juridique de l'Union européenne, notre juridiction internationale, de même qu'il ne revient pas à un juge interne de juger lui-même si un État, son État ou un autre État membre aurait violé le droit de l'Union. C'est pas par exemple à la Cour constitutionnelle italienne ou allemande ou au juge constitutionnel français ou au juge français de dire si l'Allemagne a violé ses obligations. Ça revient, c'est un travail qui revient, une compétence qui est exclusive qui revient exclusivement à la Cour. La Cour est la seule à même de pouvoir juger l'État pour savoir s'il a manqué ou pas à ses obligations européennes. Dans ce contexte, eh bien, le traité confère en l'état à la Cour la compétence pour statuer en premier et en dernier ressort, pour savoir si un État membre a violé ou pas ses obligations. Seule la Cour de justice, d'ailleurs, est compétente. Contrairement au recours en annulation, l'affaire ici est portée directement devant la Cour et le tribunal ne peut pas connaître en l'état d'une procédure de manquement. Contrairement là encore au droit international, à la logique qui prévaut en droit international,
eh bien, la tonalité qui s'impose ici n'est pas diplomatique. Il n'y a pas de tractation possible entre l'État et la Cour de justice. C'est vraiment une tonalité contentieuse, j'allais dire purement juridique, même si ce que je vous dis là mérite en pratique d'être un petit peu relativisé, mais vous le comprendrez un peu plus tard à l'aune de mon propos. La Commission européenne a un rôle très important dans cette procédure, un rôle clé. Alors certes, ce n'est pas à la Commission qu'il revient de condamner de façon définitive l'État. Je vous ai dit que c'était de la compétence exclusive de la Cour un peu plus tôt, mais en revanche, ça va être elle qui, en pratique, sera compétente pour déterminer s'il est ou non opportun d'engager des poursuites éventuelles contre l'État et de saisir au besoin la Cour de justice afin que celle-ci condamne in fine l'État du fait d'un comportement illicite. Certes, on le verra, les États membres partagent avec la Commission européenne ce pouvoir d'initiative, mais en pratique, les États membres ne l'exercent que très marginalement. En d'autres termes, il est très rare qu'un État membre engage auprès de la Cour de justice une procédure en manquement du fait de la violation du droit de l'Union par un de leurs pairs, par un autre État membre. C'est quasi exclusivement la Commission qui va engager ce type de procédure, même si, et je vous l'ai mis sur le NT, il y a des cas rarissimes, mais qui sont toujours des affaires très intéressantes où eh bien, un État membre a engagé une procédure en manquement contre un autre État membre. Je vous renvoie notamment à la procédure qui a opposé dans la période récente la Slovaquie à la Hongrie. Les bases de cette procédure sont posées, là encore, par le traité, et pour ce faire, je vous invite à aller regarder, à aller lire les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui présentent de façon relativement détaillée le fonctionnement de cette procédure en manquement. Je peux même marquer une petite pause si vous voulez aller regarder ces dispositions. Voilà. Bien, vous pouvez reprendre éventuellement la vidéo ou l'écoute de cette vidéo. Et je vais maintenant présenter un peu plus en détail la procédure, après avoir évoqué sa philosophie générale, en évoquant ou en présentant quels sont les éléments constitutifs du manquement, et puis ensuite je vais m'intéresser au fonctionnement de la procédure en tant que telle. Pour cette vidéo, je vais m'en arrêter au premier aspect, donc aux éléments constitutifs du manquement. Éléments constitutifs du manquement qui sont évoqués à l'article 258 TFUE. Cet article mentionne le manquement comme présente le manquement comme une situation où l'État a manqué à l'une de ses obligations, une de ses obligations qui lui incombe en vertu du traité. La Cour a retenu ici le manquement avec une conception extensive de celui-ci, et donc ça se traduit par différents éléments. D'abord, il y a une conception large de la notion même de manquement, et par ailleurs, une conception restrictive, extrêmement restrictive, des éventuelles circonstances exonératoires, circonstances justificatives du manquement, qui sont donc appréciées de façon très ténue, très restrictive. Conception large, tout d'abord, de la notion de manquement, puisque sont visées ici, peuvent être à l'origine du manquement, la violation des obligations qui incombent à l'État en vertu des traités, savoir les règles de droit primaire et les principes généraux du droit, on pense d'abord à cela, mais aussi la violation de la législation européenne, de l'ensemble du droit dérivé, qu'il s'agisse d'ailleurs donc de la législation à proprement parler, mais aussi des autres règles, par exemple les accords internationaux de l'Union, bien qu'ils ne soient pas d'effet direct, généralement, ces accords, on l'avait dit un peu plus tôt, eh bien, la procédure en manquement va permettre éventuellement à la Cour de condamner un État qui aurait violé les dits traités.
Il s'agit également, parmi les obligations qui peuvent être mises en cause dans le cas d'un manquement, des obligations qui dérivent de la jurisprudence de la Cour de justice et notamment de ces différents arrêts qui font autorité. Euh, et ceci aussi donc peut s'imposer aux États membres. Je vais évoquer un petit peu plus tard, dans quelques instants, un cas de ce type qui concerne le Conseil d'État français qui avait violé une jurisprudence de la Cour. Les traités excluent cependant, dans certains cas, l'applicabilité de la procédure en manquement. Il en va de l'union économique et monétaire, les règles qui concernent l'union économique et monétaire, et notamment les règles posées en matière de contrôle des déficits publics excessifs, font l'objet d'une procédure spécifique qui dérive de ce que l'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas la procédure en manquement qui s'applique, c'est une procédure spécifique, par exemple dans le cas où un État aurait violé ses obligations budgétaires, les obligations budgétaires qui lui incombent, ou du moins ce qu'il en reste compte tenu de l'état actuel de ce pacte de stabilité. S'agissant de la nature de cette violation, les auteurs des traités ont adopté, là encore, une conception particulièrement large. Il peut s'agir d'une action de l'État, d'un comportement, d'une action positive, si vous voulez, de l'État, qui va violer le droit de l'Union, ou encore d'une abstention qui conduit à ne pas respecter le droit de l'Union. Par exemple, le fait de ne pas prendre des mesures qui permettraient de mettre en œuvre le droit de l'Union. Je pense, l'exemple le plus classique ici, c'est le refus de transposer une directive de l'Union européenne, alors même que les délais de transposition prévus par la directive ont expiré. Il peut s'agir encore d'opérations matérielles, opérations qualifiées de matérielles qui interviennent en violation des traités, des actes, des opérations de police, par exemple, des opérations de maintien de l'ordre qui seraient prises ou ne seraient pas prises en violation des traités. Et puis, on peut aussi dire qu'une pratique de l'administration nationale peut être à l'origine d'un manquement. S'agissant de l'auteur de la violation, eh bien, là encore, la jurisprudence de la Cour est particulièrement large. Le manquement est possible, existe, peut exister, quel que soit l'organe de l'État à l'origine de la violation, à l'origine de la violation du droit de l'Union européenne, même si cet organe est constitutionnellement indépendant. Il peut donc s'agir, si l'on évoque ces différents organes internes de l'État qui peuvent être à l'origine du manquement imputé à l'État, il s'agit donc du gouvernement, l'exécutif central, le gouvernement d'un État. Il peut s'agir de son Parlement. Il peut s'agir aussi, s'il s'agit d'un État fédéré, eh bien, d'entités fédérées, d'un État fédéral, d'entités fédérées, où je pense à l'État espagnol, à des communautés autonomes en Espagne, en dépit de l'autonomie dont elles jouissent au titre de la Constitution espagnole, ou même encore de communautés qui jouissent d'une autonomie constitutionnelle poussée au titre de la Constitution belge ou italienne ou allemande. Les agissements de ces organismes, quel que soit leur statut, peuvent être à l'origine du manquement. Je pense aussi, par exemple, à des organismes de nature publique ou encore parapublique qui pourraient être à l'origine de ce manquement. Le cas le plus délicat en pratique, c'est celui des juridictions internes. Juridictions internes qui, de par les solutions qu'elles dégagent, peuvent conduire à violer le droit de l'Union. Par exemple, je vous le disais un peu plus tôt, un juge interne qui dégagerait une solution, qui aurait une position qui viendrait contredire une jurisprudence établie par la Cour de justice. Alors, ce manquement juridictionnel, il peut paraître compliqué, il peut paraître poser problème, et pour autant, la Cour de justice a considéré que l'indépendance dont pouvait bénéficier le pouvoir juridictionnel ne suffisait pas à empêcher que soit reconnu éventuellement le manquement. C'est un arrêt Köbler, K-O-B-L-E-R, du 30 septembre 2003, à propos d'une juridiction autrichienne qui nous l'indique. Et puis, il y a eu différents manquements judiciaires qui ont été reconnus
ensuite par la Cour. On peut citer à cet égard un arrêt relativement récent de la Cour, un arrêt du 4 octobre 2018, où la Cour de justice vient rappeler ce principe dans une affaire qui intéresse la France, et plus particulièrement le Conseil d'État français, qui avait refusé de suivre une jurisprudence bien établie de la Cour dans le domaine fiscal, et qui a été à l'origine du manquement de la part de l'État français, dans la mesure où le Conseil d'État refusait de suivre ici la position de la Cour de justice dans le cadre de cette matière fiscale. Autre élément important à prendre en compte, donc conception large du manquement, de la norme qui peut être violée, de l'organe qui peut violer cette norme. Ça peut être une action positive, une action négative, et par ailleurs, les circonstances exonératoires sont considérées de façon extrêmement restrictive. En premier lieu, un État ne peut se prévaloir du fait qu'un autre État ne respecte pas le droit européen pour justifier son propre manquement. Ça, c'est un principe qui a été établi de longue date. Dès 1964, dans un arrêt Commission contre Luxembourg du 13 novembre 1964, la Cour de justice pose ce principe. C'est pas parce qu'un État ne respecte pas le droit de l'Union que les autres États bénéficient d'un droit, aussi d'un passe-droit pour ne pas respecter le droit de l'Union. C'est ici une différence importante entre la logique du droit européen et celle du droit international que vous verrez en quatrième année, puisque dans le droit international, on est bien davantage dans une logique de réciprocité qui n'apparaît pas à cet égard en droit européen. L'État ne peut pas non plus, en principe, se prévaloir de la prétendue illégalité de l'acte, faire valoir l'illégalité de l'acte qu'on lui reproche de ne pas avoir respecté. La Cour semble assez réticente à admettre un tel argument, même si on peut le juger critiquable. Pourquoi ne pas admettre une possible exception d'illégalité soulevée par l'État dans le cadre du recours en manquement? Pour l'instant, ce cas de figure a été rejeté, c'est pas produit, même si on peut imaginer une évolution de la jurisprudence de la Cour à cet égard. Le cas de la force majeure est souvent évoqué par les États et généralement en vain. Dans la quasi-totalité des cas, c'est évoqué en vain. Un État va pouvoir essayer de faire valoir des circonstances politiques internes délicates, un changement de majorité, par exemple, ou des élections à venir, et ça a toujours été sans succès. Par exemple, les échéances électorales, c'est un motif, un cas de force majeure qui a systématiquement été rejeté par la Cour. Le contexte politique troublé, c'est une circonstance qui est tout aussi inopérante. Et de façon plus large, toute crise d'ordre interne, et c'est un motif qui est systématiquement rejeté par la Cour. Ceci étant, et je fais une petite allusion à l'actualité, vous comprenez bien que dans le cadre actuel, dans le cadre de la crise du Covid-19, on peut imaginer un État soulever un tel argument, et on peut imaginer qu'il soit accueilli favorablement par la Cour, mais il faudrait pour cela que la Commission soit assez stupide, entre guillemets, pour engager un recours en manquement dû au fait qu'un État n'aurait pas respecté strictement le droit européen dans le cadre de la crise actuelle. Par exemple, on peut imaginer qu'un recours en manquement soit introduit a posteriori contre les États qui ont refusé l'exportation vers d'autres États membres de masques ou de médicaments. J'imagine peut-être que la Cour pourra ici reconnaître les circonstances très particulières dans le cadre desquelles une décision qui apparaît contraire au principe de libre circulation aurait été prise. Et si la Commission était assez bête pour poursuivre l'État, stupide pour poursuivre l'État, j'imagine j'imagine que la Cour pourrait ici faire valoir un cas de force majeure. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Jusqu'à maintenant, pratiquement tous les cas de force majeure ont été rejetés. Il n'en va pas de même, en revanche, de l'impossibilité absolue d'exécuter certaines décisions, de mettre en œuvre, dans certains cas, le droit de l'Union. Ça a pu parfois être reconnu par la Cour comme
ici une circonstance exonératoire, mais je le dis parfois, c'est encore, là encore, de façon très rare. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi ces circonstances exonératoires retenues de façon si étroite, si limitée? Parce qu'il faut bien avoir en tête que le contentieux du manquement, c'est un contentieux objectif. Il ne s'agit pas ici de dire qui a tort, qui a raison. Il ne s'agit pas de dire à l'État qu'il est fautif. Un État, en fait, n'est pas considéré comme fautif dans la logique de cette procédure. Il s'agit d'apprécier si, oui ou non, de façon objective, l'État a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du droit de l'Union. Peu importe ici finalement que l'État ait commis une faute, peu importe l'importance ou la gravité de l'infraction, ce qui importe, c'est objectivement l'existence du manquement.